Les maires adjoints, mesdames et messieurs les conseillers, mesdames et messieurs qui nous faites le plaisir et l'honneur d'être ici dans la salle ou de nous regarder et de suivre ce conseil municipal, j'ouvre la séance du conseil et je vais demander à Johan Lagier de bien vouloir procéder à l'appel. Bonsoir, Arnaud Murgia. Richard Nussbaum, absent, donne pouvoir à Arnaud Murgia. Catherine Valdener. Éric Pétieux. Annie Astier-Conversé. Christian Julien. Émilie Genoux-Desmoulins, absente, donne pouvoir à Claire Barnéou. Jean-Marc Caponi. Claire Barnéou. André Martin. Michel Shripnikov. Patrick Michel. Corinne Asquitino, absente, donne pouvoir à Christian Ferru. Christian Ferru. Corinne Forbrac, absente, donne pouvoir à André Martin. René Michel. Christophe Hosty. Stéphane Simon. Renaud Ponce, absente, donne pouvoir à Marie Soubran. Marie Soubran. Hervé Boulet. Sandrine Cordier. Moi-même. Maud Gadet, absente, donne pouvoir à Michel Shripnikov. Marie Sosa François. Thomas Schwartz. Alexis Lalanne. Lou Africain, absente, donne pouvoir à Annie Astier-Conversé. Max Duez, absente, donne pouvoir à Aurore Marchand. Aurore Marchand. Aurélie Poyot. Gabriel Léon. Francine Dardenne. Merci, le quorum étant largement atteint, j'ouvre la séance du conseil municipal. Mes chers collègues, nous avons ce soir un conseil municipal important puisque nous arrêtons notre plan local d'urbanisme. C'est un sujet important, difficile. Notre PLU date de 2007. Nos prédécesseurs avaient ouvert la révision du PLU voilà maintenant quelques années, mais elle n'avait pas été donnée suite et finalement cette révision n'avait pas été réellement entamée. Nous avons pris ce dossier à bras-le-corps, c'est maintenant 3 ans de travail. Je voudrais saluer le travail de Claire Barnéou, mais aussi d'André Martin, et bien entendu saluer le travail des services, en particulier du directeur de l'urbanisme. Ce plan local d'urbanisme que nous proposons ce soir a été particulièrement difficile à établir, puisque le cadre réglementaire issu de la loi climat et résilience est un cadre qui est contraint, contraignant, qui est un cadre difficile, puisque, vous le savez, le législateur a décidé, et je crois que sur le fond, il a bien fait, de limiter de manière drastique l'artificialisation des sols, consistant à dire que à la vitesse où notre pays s'urbanisait, à la vitesse à laquelle allaient l'étalement urbain, nous allions avoir des impacts écologiques qui seraient extrêmement importants à l'échelle 2050. Je ne suis pas persuadé que le législateur ait bien fait dans la manière dont il l'a fait, puisque finalement, le zéro artificialisation nette, ce fameux ZAN, c'est en fait pénaliser ceux qui ont bien fait avant. C'est-à-dire que les communes qui ont peu consommé, c'est celles qui auront le moins de foncier par la suite. Et je crois que dans la manière dont cette loi a été réalisée, il y a probablement beaucoup de choses à corriger et je voudrais saluer les annonces du Premier ministre Michel Barnier au Sénat, voilà maintenant 10 jours, qui a d'ores et déjà annoncé qu'il allait assouplir cela. Je ne sais pas si ce sera suivi des faits, mais en tout cas, nous nous adapterons éventuellement. Ce que je veux vous dire en tout cas aujourd'hui, c'est que le PLU que nous proposons est absolument exemplaire en termes de respect de la loi climat et résilience et exemplaire en termes écologiques. D'ailleurs, je crois que notre ville n'a pas eu par le passé de PLU finalement aussi respectueux de la désartificialisation des sols et de l'ensemble des impacts écologiques. Nous allons et nous avons essayé de le faire et de le construire dans à la fois le respect bien entendu des préoccupations environnementales, mais aussi le besoin de continuer à développer notre ville. Il y a en cela quelque chose d'assez paradoxal, puisque nous avons et nous vivons une crise du logement qui est toutefois sans précédent. Chacune et chacun d'entre vous le sait bien, à la fois la raréfaction du foncier, la hausse des prix de l'immobilier, qui touche particulièrement la montagne, fait que l'enjeu, finalement, urbanistique des années à venir, ce sera bien entendu de permettre à la jeune génération, à ceux qui nous succèdent, d'accéder à la propriété. Et il faudra que ce PLU devienne un outil pour permettre à nos jeunes de ne pas quitter le pays et de pouvoir quand même devenir propriétaires, alors même qu'il y a de moins en moins de terrain et que ceux qui restent sont de plus en plus chers. C'est donc l'enjeu majeur et c'est pourquoi, vous le verrez, l'outil urbanistique et réglementaire dont nous nous dotons mise beaucoup sur l'accession à la propriété. Et en cela, la mixité sociale est un sujet qui nous paraît important, nous y reviendrons,
puisque finalement, j'ai toujours fait, vous le savez, le distinguo entre le locatif social d'un côté, nous avons un parc qui est important mais qui est dégradé, et je le dis, construire du logement social neuf toujours plus et toujours plus loin n'est pas la bonne solution, puisque nous avons finalement un parc de logement social qui est bien placé. Les Craux, c'est bien placé. Les Toulousanes, c'est un très beau quartier, mais qui est dégradé. Il faut donc le rénover, c'est ce que nous avons entamé depuis déjà 4 ans. Je me félicite d'ailleurs que la démolition des peupliers, qui était devenue de l'habitat totalement indigne, ma chère Claire Barnéou, ait débuté. Nous allons y construire d'ailleurs la résidence sociale dans tout le nord du département monté, pour lutter contre le sans-abrisme et pour apporter une solution pour les publics les plus précaires. Parallèlement à cela, je crois que le sujet, c'est l'accession à la propriété. C'est pourquoi nous allons dans ce PLU prendre un geste extrêmement fort, consistant à imposer sur toute la ville qu'il n'y ait pas une promotion immobilière de plus de 12 logements ou sur un terrain de plus de 1000 m² qui n'ait pas 25% d'accession à la propriété. C'est un geste très fort que j'assume, qui probablement déplaira à certains constructeurs, c'est pas grave. Je l'assume, nous l'assumons, la majorité municipale l'assume. Il faudra désormais que les programmes de type BRS, bail réel solidaire, PSLA, programme social de location-achat, c'est-à-dire en fait la possibilité de permettre à des jeunes, en fonction de leurs conditions sociales, qu'ils puissent accéder à la propriété avec des mécanismes plus simples, avec des prêts à taux zéro et avec des loyers, des prix qui soient encadrés. Et je crois que c'est vraiment le sujet majeur des 10 ou 15 années à venir. Derrière, bien entendu, les décisions environnementales que nous prenons, je crois qu'elles sont fortes. Nous allons limiter très fortement l'étalement urbain et nous allons déclasser un certain nombre de zones qui étaient encore classées constructibles. Je pense à la forêt de la Croix-du-Frêne, qui était constructible. Nous aurions pu réaliser une promotion immobilière. Nous avons été sollicités par de nombreux promoteurs et opérateurs économiques. Nous ne l'avons pas fait, nous ne le ferons pas, et nous déclassons ces terrains. La forêt de la Croix-du-Frêne restera la forêt de la Croix-du-Frêne. Nous le faisons sur le plateau de Font-Christiane, sur lequel personne n'imaginerait que nous construisions un lotissement, et vous le verrez dans le détail de l'examen du PLU sur un certain nombre d'autres terrains. Et en réalité, nous allons limiter l'étalement urbain pour que la ville ne s'étale pas plus, mais qu'on continue à construire à l'intérieur de cette ville, c'est-à-dire sur les dents creuses et dans les quartiers déjà construits. C'est pour cela que dans ce PLU, aucune zone agricole ne devient constructive. C'était un engagement très fort de la majorité municipale. Il est tenu. Et puis enfin, vous le verrez, quelques points sur lesquels nous reviendrons, mais auxquels je tiens beaucoup, l'amélioration esthétique de la zone sud, sur lesquels, dans les années à venir, si un magasin, un commerce, un entrepôt doit se renouveler, se moderniser, s'agrandir, il faudra le faire avec un toit à double pente, pour que notre zone, elle aussi, elle s'améliore. Ce ne sera plus des cubes, des boîtes, ce seront finalement quelque chose qui ressemblera un tant soit peu à l'image de la montagne que nous faisons, dans laquelle il y a des chalets et des toits à double pente. C'est en tout cas l'ambition de renouer avec l'attractivité démographique, et de construire plus de logements permanents. C'est réellement l'ambition que nous nous fixons. Mesdames et messieurs, je ne serai pas bien plus long, j'aurai tant d'autres choses à vous dire, notamment pour me féliciter de certaines décisions qui ont été prises ces derniers temps au sujet des Jeux Olympiques de 2030, puisque enfin le Premier ministre a nommé un délégué interministériel aux Jeux Olympiques et que nous savons désormais qu'au 1er janvier, le COJOP, et la Solidéo, qui prendra la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des chantiers qui nous concernent et qui sont des chantiers extrêmement importants, seront opérationnels, et ça c'est une excellente nouvelle. On avance enfin dans le bon sens et main dans la main avec l'État. Je crois que c'est une bonne chose. Vous avez probablement lu dans la presse ce matin la décision très forte du Conseil régional qui met plus de 40 millions d'euros sur les développements de la pratique sportive. Et moi, je voudrais en ce moment-là penser à tous nos jeunes, à tous nos clubs, à tous nos sportifs qui seront les sportifs de demain, et dire que notre ambition est bien entendu de les soutenir et de continuer à les soutenir, puisqu'on oublie parfois que l'ensemble de ces sujets olympiques ou autres, c'est avant tout du sport, et que nous sommes un pays de sport. Voilà, mesdames et messieurs, désolé d'avoir été forcément un peu long, d'avoir très probablement, ma chère Claire, défriché un peu l'examen du PLU que nous ferons tout à l'heure, mais je tenais en ouverture de ce conseil à vous tenir ces propos-là, et j'ouvre de ce pas la séance du conseil en vous demandant s'il y a des interventions liminaires. Madame Marchand, je vous en prie. Bonjour Monsieur le maire, bonjour à tous. Donc ce soir, je souhaiterais intervenir
j'ai un communiqué de presse qu'on remettra à la presse ce soir, qui est écrit au nom du groupe municipal Briançon Citoyenne, du groupe municipal Briançon d'abord et du comité local briançonnais du Nouveau Front Populaire, qui expriment ce soir leur vive inquiétude au sujet du projet municipal lié au JO 2030, à savoir l'utilisation du Fort des Têtes. Donc, je vous le lis. C'est un projet démocratiquement vicié. Malgré des demandes répétées, aucune consultation n'a permis aux citoyens de s'exprimer, alors que le bilan des JO Paris 2024 n'est pas établi et fait l'objet d'une enquête parlementaire. C'est un projet économiquement risqué. On promet une pluie de subventions venant de la région, du département, de l'État, à l'heure où des coupes drastiques sont effectuées dans les dépenses publiques. C'est un projet écologiquement hasardeux, alors que l'avenir de l'industrie des sports d'hiver est remis en question par l'évolution climatique. Il poursuit un modèle de développement touristique obsolète qui laisse de côté la majorité de la population. En ce qui concerne le Fort des Têtes, c'est un projet urbanistique irréaliste qui embarquerait les contribuables briançonnais dans une aventure financière qui entraînerait inexorablement une hausse des impôts. La création d'une entité urbaine nouvelle ferait peser une charge fiscale que les capacités financières de la commune, déjà lourdement endettée, ne pourront supporter. Ceci concerne aussi bien les investissements à prévoir, réseaux, routes, d'accès, téléporteurs, que les charges de fonctionnement et l'entretien des remparts. La commune prend le risque de devoir gérer pour des dizaines d'années une friche olympique. Pour toutes ces raisons, nous demandons la suspension immédiate des projets municipaux liés au JO 2030, en particulier celui des Forts des Têtes, jusqu'au résultat d'une consultation citoyenne dont nous demandons l'organisation dans les plus brefs délais. Alors, voici le communiqué de presse. On se laissera le droit de légèrement le modifier si besoin, mais a priori, c'est le final. Et je souhaiterais ajouter quelques points, et je vous remercie de m'écouter, de bien vouloir m'écouter. Eh bien, ajoutez, madame. L'étude pour le projet olympique n'a pas encore abouti, puisque, a priori, nous pensions qu'il était pour le printemps, mais je crois qu'il devrait sortir prochainement, avant la fin de l'année, comme vous me l'avez dit. Les Briançonnais expriment leur inquiétude quant au devenir du Fort des Têtes, un joyau national certes, mais avant tout un héritage ancré dans le quotidien des Briançonnais. Les Briançonnais, bien sûr, veulent que l'on prenne soin de leurs fortifications, mais ils ne souhaitent pas que le raz-de-marée que représentent les Jeux Olympiques ne saccage leur environnement pour 2 semaines de festivités. La vitrine des JO est séduisante et dorée, mais une fois la fête finie, le quotidien sera celui des Briançonnais. Nous espérons, monsieur le maire, que vous puissiez encore entendre que le Fort des Têtes ne semble pas adapté pour un grand nombre de vos concitoyens. Est-ce vraiment adapté ? Ne va-t-il pas être abîmé par les exigences élevées et ce rouleau compresseur qu'est le CIO ? Nous le savons tous, les Jeux Olympiques ont bien souvent abîmé les paysages des lieux sélectionnés. N'y a-t-il pas d'autres sites plus adaptés ? Rhône-Azur, beaucoup plus central dans la vallée, qui projette justement une réhabilitation naissante et qui dispose d'une entrée sécurisée comme le souhaite le CIO. Le Club Med, associé à l'UCPA, des sites prêts à l'usage pour héberger 1200 personnes et dont l'accès pourrait être appuyé par notre président de la République, proche d'Henri Giscard d'Estaing, DG du Club Med. Les Briançonnais souhaitent préserver leur patrimoine, mais pas quoi qu'il en coûte. Monsieur le maire, vous avez été élu sur un programme et les JO et la transformation du Fort des Têtes en village olympique n'en faisaient pas partie. Il est certes difficile de refuser une offre qui peut sembler très alléchante, mais dont les répercussions financières effraient également les Briançonnais. L'ascenseur valléen, que 40 millions d'euros, à titre d'exemple, 40 millions d'euros est ce que, il me semble, nous remboursons tous les ans en termes de dette. La viabilisation du Fort des Têtes, que nous estimons à minima à 5 millions d'euros. Je cite par exemple 2,7 millions d'euros pour construire une nouvelle réserve d'eau qui serait nécessaire et une pompe pour faire monter l'eau potable. Et à cela s'ajoutent les égouts, l'électricité et le goudronnage de la route qui est en piteux état. Je souhaite ajouter, s'il vous plaît, d'autres inquiétudes.
Allez-y, s'il vous plaît, parce que je vous rappelle quand même que le conseil municipal, c'est l'examen du PLU, donc je comprends bien que vous voulez faire un Bien petit peu sûr. de politique. Je vous féliciterai D'ailleurs, pour le PLU ensuite, puisque alors ça, c'est une très nous bonne le nouvelle. voterons. Allez-y, comme ça me permettra de vous répondre. Très bien. En tant que monument historique, nous avons peur que les façades soient touchées. Nous savons que parfois, des lois spéciales olympiques peuvent outrepasser les lois habituelles, et nous le craignons. Les 4 kilomètres de remparts, je vous en ai parlé, peut-être seront-ils rénovés pour l'occasion, mais l'entretien restera à la charge des Briançonnais. N'y aura-t-il pas des solutions comme a priori à Mont-Dauphin, où la réfection des remparts continue d'être réalisée par l'État? L'usage de la batterie de la lame pour un éventuel acheminement jusqu'à Montgenèvre est-il adapté? Nous craignons initialement qu'il soit goudronné, mais vous m'avez rassuré sur cet éventuel projet. Mais sera-t-il adapté pour transporter 1200 athlètes jusqu'à Montgenèvre? Nous craignons également que le village olympique soit revendu à des promoteurs privés. Vous m'avez rassuré, vous m'avez dit que vous espériez que 40% de l'accession serait pour des locaux. Mais est-ce un lieu aussi adapté du fait qu'il soit excentré pour les saisonniers? Des saisonniers habiteraient-ils au Fort des Têtes alors qu'ils travaillent à Monétier? Pour terminer, le projet de bus nous séduit, mais nous craignons quelques expropriations. Vous saurez certainement nous répondre sur ce point. Et je vous remercie de votre attention. La viabilisation, voici le nombre de nos inquiétudes. Et au-delà de nos inquiétudes, alors que l'étude n'est pas encore sortie et que le conseil municipal n'a pas été prévenu, ou en tout cas pas officiellement prévenu au sujet du Fort des Têtes, j'ai eu la désagréable surprise d'avoir reçu un flyer aujourd'hui par le service des sports qui annonçait l'utilisation du Fort des Têtes. Donc c'est vrai que j'ai été assez déçue sur ce point qui a rajouté à nos inquiétudes que je vous ai partagées cette semaine. Je vous remercie. Écoutez, moi aussi, je vous remercie, Madame Marchand. Permettez-moi de vous répondre assez simplement. Déjà, je me permets de vous exprimer un regret tout à fait personnel, puisque depuis le début de cette mandature, je reçois toujours l'opposition avant les conseils municipaux. Je crois que ça ne se faisait pas avant. C'est une manière, je crois, de respecter l'opposition. Et je dois vous dire que vous recevoir hier pendant 1 heure, avoir une discussion, me semble-t-il, tout à fait constructive, pour que finalement, le lendemain, vous arriviez pour faire de la petite politique politicienne avec à la main un communiqué de presse du Nouveau Front Populaire, c'est-à-dire finalement des alliés de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise, qui tiennent des propos, je crois, désastreux pour le débat public depuis des mois. Ça me désole et je le prends pour un manque de confiance dans la relation de travail que nous construisons, mais après tout, vous avez bien ce droit-là. Ce qui me choque le plus, Madame Marchand, dans le communiqué que vous lisez, et l'ensemble des forces politiques de gauche, Parti socialiste, les écologistes, la France insoumise que vous représentez, c'est que vous semblez juste oublier, au sujet du Fort des Têtes, que ce sont l'ensemble des forces politiques qui ont soutenu mon prédécesseur, M. Gérard Fromm, dès lors qu'il a voulu réhabiliter le Fort des Têtes, qui plus est avec une personne qui s'est avérée être un escroc, dont très probablement il savait 8 ou 10 mois avant les élections municipales de 2020 que c'était le cas, qui n'a rien dit pour des raisons probablement électorales, de manière à ce que ce soit moi qui ai à mettre un terme à ce projet avec toutes les conséquences que cela a eu pour de nombreux particuliers qui, je le crois, aient été escroqués. Donc je trouve ça assez extraordinaire, si vous voulez, que celles et ceux qui aient soutenu mon prédécesseur dans cette aventure finalement assez minable avec Next Financial Partners, à l'époque, me semble-t-il, c'était extraordinaire pour toute la gauche briançonnaise de réhabiliter le Fort des Têtes, et désormais qu'il y a un projet sérieux dans le cadre des Jeux Olympiques, soutenu par tout le pays, eh ben là, ça vous va plus. Je dois vous dire que je trouve ça assez délicieux
si ce n'était pas triste à en pleurer. Et puis par ailleurs, très sincèrement, je crois que vous avez pu observer depuis 4 ans quelle était ma méthode et notre méthode. Nous travaillons, nous posons les faiblesses, les avantages, nous essayons de réaliser, et puis généralement on tient nos promesses. Moi j'ai beaucoup entendu dans notre ville depuis des années, rénover le parc des sports c'est impossible, un hôtel 4 étoiles dans notre ville ça ne marchera jamais, réaliser descendre la mairie c'est impossible. D'ailleurs on m'avait expliqué en 2020 que la totalité de mon programme allait faire exploser le budget de la ville. Alors, je veux bien aujourd'hui que vous veniez toutes et tous avec vos amis politiques m'expliquer que les Jeux Olympiques vont maintenant surendetter la ville. Enfin, à la minute où nous parlons, la majorité municipale qui a renégocié et réétalé la dette de Briançon et qui est en train de la faire passer à un niveau de dette qui est en dessous de celui que nous avions connu en 1992, à ce stade, ce sont encore les personnes qui sont là. Nous n'avons pas rajouté un euro de dette à la ville. Nous continuons à désendetter tout en réétalant la dette pour investir. Ces critiques, elles sont pour le moins farfelues. Et puis enfin, il y a quelque chose d'assez contradictoire, c'est-à-dire que on lance des études sur le Fort des Têtes, sur l'ensemble des projets olympiques. Nous le faisons d'ailleurs puisque la dissolution a malheureusement fait perdre du temps à l'État. Sinon, c'est directement l'État et la Solidéo qui auraient mené ces études, mais comme nous avons envie qu'elles réussissent, nous prenons de l'avance et nous menons ces études. Et finalement, avant même d'en connaître les conclusions, avant même d'en connaître la possibilité, avant même de connaître le positionnement de l'État, avant même de connaître la constitution du COJOP et finalement son positionnement financier sur tous ces sujets, vous venez nous expliquer que c'est d'ores et déjà fichu, que c'est dramatique, qu'il ne faut pas le faire. Moi, je ne raisonne pas comme ça, d'autant plus que vous employez des mots écologiquement hasardeux. Pardonnez-moi, Madame Marchand. Ce qui aurait été écologiquement hasardeux, c'est de ne pas réhabiliter une friche, mais de bétonner la plaine de Saint-Blaise, par exemple, pour faire un village olympique de toutes pièces. Que n'auriez-vous pas dit ? Je crois profondément, d'ailleurs, dans la lignée de ce que nous disons pour le PLU, qu'il faut désartificialiser les sols, et donc que si village olympique nous devons faire, il faut justement le faire en réhabilitant une friche. C'est ce que nous avons fait pour Renazur. C'était impossible aussi, Renazur, bien entendu. Enfin, Renazur... dossier extrêmement complexe, nous l'avons réussi en moins de 3 ans, avec 40% de logements en accession à la propriété, et avec une opération qui ne coûte pas 1 euro aux Briançonnais, pas 1 euro, sur une promotion immobilière et un projet à plus de 100 millions d'euros d'investissement, pas 1 euro. Donc moi, je vous demanderai juste à ce que nous payions pour voir. Ce qui aurait été écologiquement hasardeux, c'est justement de le faire ailleurs. Nous avons un joyau de notre patrimoine national. Personne ne sait qu'en faire. Personne ne sait comment le réhabiliter. Je crois que les Jeux Olympiques sont l'opportunité, ou jamais, d'arriver à réhabiliter ce fort, qui est un joyau de l'œuvre de Vauban, et d'essayer de construire un nouveau quartier de la ville. Est-ce que nous y arriverons ? Je ne suis pas pétri de certitude. Je dis juste que s'il y a bien un moment dans notre histoire où nous devons tenter quelque chose, c'est les Jeux Olympiques. Puis si on n'y arrive pas, il sera bien temps de se dire on n'y arrive pas. Mais je crois que ce projet, il a séduit le Comité international olympique et je crois qu'on peut y arriver. C'est pour ça qu'on essaye. Et la vie politique, c'est l'action. C'est essayer, c'est œuvrer, c'est travailler. C'est pas abandonner dès le début. Vous nous dites, on va saccager notre environnement, vous feriez mieux de faire le village olympique au Club Med. Ça m'étonne quand même pour le nouveau Front populaire, puisque le Club Med, c'est pas gratuit, Madame Marchand. Et les estimations qui ont été faites, puisqu'il y a eu des discussions, notamment par la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a aussi envisagé ces options, notamment sur les Club Med de la Haute-Savoie, en Tarentaise. Au mois de février, le Club Med, il loue à 2 000 € la nuit. Donc ça veut dire que le comité d'organisation des Jeux Olympiques aurait dû débourser pour 3 semaines et pour l'ensemble de ses athlètes quelque chose comme 20 millions d'euros pour verser à un groupe privé, qui plus est capitalisé par Fosun, un groupe chinois. Alors je vous avoue qu'entendre le nouveau Front populaire et la France insoumise me dire qu'il faut verser 20 millions d'euros au Club Med, moi je tombe de ma chaise. Et je crois que ces 20 millions d'euros, ils seront mieux investis pour réhabiliter un fort. Je le crois profondément. Et ce fort, en plus, il est à Briançon. Et l'intérêt qui est le mien en tant que maire de Briançon, c'est de faire en sorte qu'entre Serre-Chevalier, qui est sur 3 autres communes, et Montgenèvre, que le village olympique il soit dans notre ville, pour que nous soyons le centre névralgique des Jeux Olympiques. C'est ça mon ambition. Je ne suis pas devenu fou dans les 8 derniers mois. D'ailleurs, Madame Marchand,
vous le direz à l'ensemble de vos amis du Front Populaire. Est-ce que l'un d'entre vous, depuis le 24 juillet, a si ce n'est que dit « bravo, merci, on a les Jeux Olympiques ». On a passé les 30 dernières années à dire les Jeux Olympiques, c'est toujours en Savoie. On vient de vivre Paris 2024, qui a changé profondément le département de la Seine-Saint-Denis. Albertville 92, ça avait changé profondément la Savoie. Je n'ai pas entendu une seule voix à gauche dire « on a les Jeux dans les Hautes-Alpes, à Briançon, quelle heureuse nouvelle ». Donc, plutôt que de tenir ce type de propos qui sont sans fondement, qui n'ont pas de sens, dites tout simplement, je suis contre les Jeux Olympiques, je pense qu'il ne faut pas de Jeux Olympiques d'hiver, je suis contre les Jeux, Paris 2024 c'était pas bien, ou les Jeux Olympiques c'est le grand capitalisme, je ne sais pas. Mais dans ces cas-là, dites les choses. Moi je me félicite des Jeux, parce que je pense que c'est le plus bel événement au monde. Paris 2024 ça a été extraordinaire. Et les Jeux Olympiques c'est aussi les Jeux paralympiques. C'est l'occasion de rendre notre ville encore plus accessible, c'est l'occasion de briller au vu du monde. Ça veut dire qu'en 2030, pendant 3 semaines, la planète entière regardera la ville de Briançon, ses fortifications. C'est une chance inouïe pour notre territoire, pour son image, pour ses sportifs. C'est une chance pour Nils Allègre qui vient de Briançon sur la Coupe du Monde. C'est une chance pour Cyprien Sarrazin. C'est une chance pour Arthur Baucher qui va vivre les Jeux à la maison. C'est une chance pour tous nos jeunes qui aujourd'hui, ils ont 15 ans, ils ont 16 ans, ils sont au club. Ils se disent peut-être qu'en fait, dans 5 ans, c'est moi qui fais les Jeux. Donc, Madame Marchand, à vous et à tous vos amis du Nouveau Front Populaire, s'il vous plaît, moi je ne tiendrai pas de débat politicien sur ce sujet, sauf si vous m'y forcez. J'ai essayé de faire en sorte avec Renaud Muselier que les Jeux, nous les ayons chez nous, et pas que en Haute-Savoie et en Savoie comme c'est le cas d'habitude. Une fois que nous avions obtenu ça, j'ai essayé de faire en sorte que ça soit chez nous à Briançon. Et une fois que nous avons obtenu ça, j'ai essayé de faire en sorte que le village olympique, nous l'ayons chez nous à Briançon. Et sur un sujet sur lequel c'est très probablement risqué politiquement, le fort des Têtes, je me suis dit qu'il n'y avait aucune solution. Ce fort allait s'effondrer, c'est pas moi qui le dis, c'est d'ailleurs mon prédécesseur, qui disait ce fort s'effondrera pierre par pierre si nous ne trouvons pas une solution. Nous avons peut-être la seule solution, c'est les Jeux Olympiques. Eh bien, j'espère que ça marchera et je ferai tout pour. Et je ferai tout pour avec l'idée, comme je l'ai fait depuis 4 ans, que ça ne coûte pas des charges aux Briançonnais, que ça ne coûte pas des charges d'exploitation. J'ai en mémoire notre histoire, je sais ce qui s'est passé dans cette ville. Et vous observez depuis 4 ans, Rhône Azur, ça ne coûte pas 1 euro aux Briançonnais. Et je ne suis pas, en l'espace de 3 mois, devenu celui qui veut faire... Non, c'est pas vrai. On va continuer à faire les choses calmement, posément, si ce n'est qu'à ce stade, on lance des études. On n'a pas dépensé 1 euro. Hein. C'est dans les AP qu'on va voter ce soir. Il y a 200 000 euros d'études, elles sont subventionnées à plus de 80%. On va soumettre ces études au COJO, on va soumettre ces études au Premier ministre Michel Barnier, on va prendre des décisions sensées, calmes, on va prendre des décisions d'aménagement. On ne va pas faire qu'un village olympique, on va faire un nouveau quartier de la ville. Parce que le PLU et la loi climat et résilience, j'espère que vous y êtes favorable, puisque vous êtes écologiste, ben vous ne voulez pas qu'on ait artificialisé les sols. Donc il faudra bien trouver un moyen de construire des logements dans les années qui viennent. Donc je suis à la fois triste personnellement de votre capacité à venir me voir hier, à me regarder dans les yeux, à discuter pendant 1 heure, sans me dire qu'en fait il y a une petite manœuvre politicienne de cette manière-là, politique et partisane, parce que ce n'est pas votre style, Madame Marchand, et ça me déçoit. Si vous voulez jouer à cela, bah écoutez, jouez à cela, ça ne me dérange pas. Mais surtout, je voulais vous dire que sur le fond, j'entends bien que vous puissiez avoir des craintes ou des doutes. Les Briançonnais ont légitimement le droit d'en avoir d'ailleurs. Parce que le moment où je m'exprimerai sur le dossier du Fort des Têtes, je m'exprimerai quand j'aurai des informations bien sûr. Nous venons de mener une étude de programmation en 3 mois, alors que sur un sujet comme celui-là, ça prend peut-être 1 an. Nous allons confronter ça avec le COJO, nous allons travailler. Et quand je m'exprimerai sur ce dossier, c'est parce qu'on aura des études, des chiffres, des propositions, quelque chose de stable, de fiable. Le moment n'est pas venu. Moi, je ne suis pas homme à faire des annonces inconsidérées. Vous avez remarqué que depuis plus de 4 ans, je travaille. Et quand, par contre, on fait des décisions, elles sont toujours suivies des faits. Et je regrette qu'après 4 années de mandature, certains en soient encore à ces caricatures-là, qui sont celles, en fait, de la campagne de 2020, consistant à dire que on n'est pas capable, qu'on va faire exploser le budget, la dette, etc. Parce que les faits prouvent que nous avons fait tout l'inverse. Et je crois
pouvoir regarder les Briançonnais en leur disant que le parc des sports s'est fait, que la ZAC s'est fait, que la cité administrative s'est fait, que nous avons doublé le budget d'investissement de la ville tout en continuant à désendetter la ville. Et ce bilan-là, je crois que toute la majorité municipale peut en être fière, comme elle peut être fière d'avoir ramené les Jeux Olympiques à Briançon. Voilà, Madame Marchand, et je vais ouvrir l'ordre du jour en vous demandant si vous avez des remarques ou des questions sur le compte-rendu du dernier conseil municipal. Ah mais bien sûr, je vous en prie, allez-y. Donc, je voulais juste Mais on va entamer l'ordre du jour après, si vous voulez bien. Bien sûr, j'en ai pour 1 minute. C'était juste pour vous dire que ce que je viens de dire ce soir a été fait avec 3 feuilles avec lesquelles je suis venue vous voir hier soir. Et la même personne était présente devant vous hier soir avec les Eh bien, mêmes dans ces propos. cas-là, la prochaine fois, vous venez me voir en me disant « Écoutez, avec mes amis du Nouveau Front Populaire, de la France Insoumise, nous sommes en train de préparer un communiqué de presse pour essayer de s'opposer au projet, mais comme on n'est pas sûr d'avoir tous les arguments, vous comprenez, je préfère en parler avec vous avant. » Ça s'appelle l'honnêteté politique, Madame Marchand. Allez, je clôt le débat, vous n'avez plus la parole. Tout dit. Y a-t-il des remarques ou des questions sur le compte-rendu du conseil municipal? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Il est adopté. Y a-t-il des questions sur les décisions, le compte-rendu des décisions du maire? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Il est adopté. Je vais présenter la décision modificative numéro 3 du budget général, qui inscrit des crédits supplémentaires à 175 552 € en fonctionnement et à 7 335 € en investissement. Tout cela grâce à la reprise des résultats de clôture du CIVU Briançon-Servières pour 2 887 €, des économies sur les opérations liées à la dette, des économies liées aux opérations sur le refinancement de la dette, 150 000 € d'économies cette année, voilà, et des subventions du conseil régional, 30 000 €. Vous retrouvez principalement dans cette DM3 le financement de 3 nouvelles dépenses d'études, ce qui me permet, si vous en êtes d'accord, de faire juste le lien avec la délibération numéro 2, qui est la révélation des autorisations de programme et des crédits de paiement, dans lequel vous retrouvez les dernières lignes, l'étude sur justement le Fort des Têtes, dont une autorisation de programme a été ouverte pour 249 000 €, l'étude sur l'ascenseur Valéen qui a été ouverte pour 30 000 €, et l'étude sur les déplacements urbains, c'est-à-dire la mobilité dans la ville, liée notamment au projet de bus à haut niveau de service, qui a été ouverte pour 45 000 €. C'est l'objet principal de cette DM3 et de la modification des APCP. S'il y a des questions ou des remarques, vous avez bien entendu la parole. Je vous en prie. Oh non, j'ai déjà tout dit. Très bien, je vous remercie. Je vais donc mettre la DM3 aux voix. Y a-t-il des oppositions et des abstentions? Opposition, et je souhaiterais modifier la première qui est passée très vite et pour laquelle je souhaiterais voter contre également, s'il vous plaît. Sur quelle délibération? La première. La première. C'est la première. Ah, vous n'êtes pas sur les APCP là? Non, je suis sur le budget général, la DM3. Alors autant pour moi. Très bien. Donc, l'ADM3 est adoptée. Je vais désormais mettre la révision des APCP aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Une opposition, je vous remercie, elle est adoptée. Il me revient de vous présenter la délibération numéro 3, c'est l'appui à l'ingénierie générale du projet olympique. Il s'agit donc des 3 études dont je viens de vous parler, c'est-à-dire, nous les avons largement étudiées en commission, hein, donc c'est l'étude sur la transformation du Fort des Têtes, je le rappelle, l'étude sur l'ascenseur Valéen, l'étude sur la mobilité urbaine, et en réalité cette délibération est une demande de subvention, puisque pour ces 3 études, nous sollicitons à hauteur de 50% des dépenses d'ingénierie la délégation interministérielle en charge des 26e Jeux Olympiques d'hiver, qui a été donc nommée par le Premier ministre voilà maintenant environ 3 semaines, et donc comme la délégation interministérielle existe officiellement, nous la sollicitons pour tout simplement cofinancer nos études. Est-ce que ça appelle à des questions, mesdames et messieurs, chers collègues? Sinon, je la mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Elle est adoptée. Ce qui me permet, par voie de suite, de vous proposer de voter
Le plan de gestion des flux de stationnement, c'est justement à nouveau une demande de subvention, mais sur cette étude de mobilité dans la ville, hein, dont nous avons, je le rappelle, largement parlé hier, et qui répond à l'idée aussi des investissements qui ont déjà été réalisés, chers collègues, et qui changent toutefois substantiellement quand même le stationnement et la circulation dans notre ville. Mais sur cette étude-là, nous avons l'accord de la Banque des Territoires pour cofinancer notre étude à hauteur de 50%, et donc il vous est proposé de demander donc 50% de subvention sur un total de 85 000 € hors taxe à la Banque des Territoires. Est-ce que ça appelle à des questions ou des remarques de votre part? Si ça n'en appelle pas, je vous remercie, je la mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, elle est adoptée. Et enfin, la dernière délibération, je prendrai peut-être un peu plus de temps pour vous la présenter, mais vous le savez, sur le sujet de la chape, j'avais déjà expliqué assez longuement que nous travaillions avec le propriétaire des murs, hein, que chacun et chacune connaît, pour tâcher de trouver une issue à la dégradation de ce bâtiment qui dure depuis déjà maintenant 10 ans, et auquel je crois nos administrés, nos concitoyens sont très attachés. Qui plus est, vous le savez, le projet olympique nous amène à ce que le site de la chape, pas forcément dans le bâtiment, d'ailleurs probablement juste à côté, soit le départ de l'ascenseur Valéen. Et nous souhaitons de ce fait-là réhabiliter le bâtiment de la chape. Et de la même manière que nous l'avons fait pour Ron Azur, je souhaite que, bien entendu, le budget de la ville ne porte pas cet investissement, ne porte pas le portage financier et économique de cette opération. C'est pour ça que nous avons travaillé avec l'établissement public foncier régional qui accepte de porter à notre place cet investissement. L'idée étant bien entendu d'avoir un portage par l'établissement public foncier qui va lui-même discuter et négocier avec le propriétaire des murs, trouver un accord sur un prix d'achat, mais ce prix d'achat en fait sera intégré au bilan économique de l'opération. L'idée étant que les recettes de l'opération, c'est-à-dire la construction de logements ou d'équipements publics, je le dis puisque c'est dans la convention et que j'ai jamais fait mystère que je souhaitais qu'émerge un projet de nouveau pôle culturel, de nouveau théâtre dans notre ville. Nous verrons si le projet le permet, si l'architecture du bâtiment le permet et si tout cela est soutenable par la communauté de communes du Briançonnais. Mais vous savez que j'y suis très attaché, en tout état de cause à ce stade, de manière sobre et prudentielle. Nous partons sur l'idée de dire ce dont nous avons besoin, c'est l'ascenseur Valéen, sa gare de départ, du stationnement bien entendu, puisqu'il faut que ça puisse être une vraie offre de stationnement pour tout le centre-ville, pour tout Sainte-Catherine qui en a bien besoin, mais bien entendu aussi pour le futur quartier, puisque nous imaginons bien entendu ne pas envoyer toute la circulation dans le quartier de Font-Christiane. Et donc pour l'instant nous partons sur l'idée simple de dire à l'établissement public foncier régional, est-ce que vous arrivez à avoir un bilan d'opération, c'est-à-dire que le coût de construction et le coût d'achat soient compensés par des recettes qui soient celui tout simplement de la vente des futurs logements qui seront à l'intérieur. C'est le pari de départ et puis ensuite cette étude va démarrer et puis nous allons travailler. C'est un projet qui prendra du temps, c'est un point de départ comme nous l'avons fait sur Ron Azur, mais nous avons réussi à le faire sur Ron Azur qui est tout de même plus compliqué parce que c'est 25 000 m² Ron Azur. Là, c'est plus compliqué architecturalement, puisqu'il y a des préconisations qui sont celles de l'architecte des bâtiments de France et que nous souhaitons respecter, puisque nous voulons d'ailleurs être exemplaires sur le plan architectural et sur la préservation du patrimoine. Donc, cette convention nous permet tout simplement de lancer le point de départ du travail partenarial que nous allons faire avec l'établissement public foncier régional, qui commencera sa négociation avec le propriétaire, mais en parallèle, qui établira un bilan économique d'opération et un projet que vous serez amené, comme ça a été le cas pour Ron Azur bien entendu, à travailler, à valider. En tout état de cause, je voudrais remercier l'établissement public foncier régional et son président, le maire de Salon de Provence, qui ont déjà été à nos côtés sur Ron Azur, et je rappelle toujours que Ron Azur, ça aurait pu être vendu à la découpe. Et que ça aurait été dramatique parce que les plus beaux éléments auraient été réhabilités, les autres seraient restés en friche. Et que je pense que ce site de la Chape, qui dure depuis bien trop longtemps, mérite une belle réhabilitation et que nous avons besoin, qui plus est, on le sait, de logements. J'ajoute pour terminer, parce que c'est une précision importante, que si réhabilitation il y a de la Chape, et si nous y arrivons,
il sera soumis au PLU qu'on vous demande d'arrêter ce soir. Et donc l'obligation, ce sera 25% de logements en accession à la propriété. Et ça, je crois que c'est extrêmement important si on veut offrir la capacité à nos enfants, à nos jeunes, aux personnes qui sont locataires depuis trop longtemps de devenir propriétaires et non pas d'avoir dedans que du logement d'investissement et finalement à la fin du volet clos, comme ça a été trop souvent le cas, avec des dispositifs fiscaux qu'on a connus depuis les années 80, qu'on a connus aussi avec le Pinel, qui n'est pas une mauvaise chose, mais à la fin, vous n'avez pas de logement à l'année, et je crois que nous devons l'encourager. Voilà, mesdames et messieurs, est-ce que vous avez des remarques ou des questions sur ce dossier qui est une martingale de notre ville, toutefois, hein? Madame Valdener, je vous en prie. Oui, moi j'ai une remarque parce que je pense que alors c'est un peu dommage parce que je pense que les gens qui nous regardent n'ont pas conscience de l'ampleur du projet et de la réflexion qui a déjà été menée et qui est fort intéressante et qui a été développée aux commissions hier soir. Et c'est vrai que quand on regarde les plans qui ont été élaborés, quand on regarde effectivement, Monsieur le maire, ce que vous dites au niveau du montage financier, je trouve peut-être... Je suis dans le doute aussi sur un certain nombre de choses, mais quand même être contre, vous étiez là hier soir, Aurore, et être contre d'emblée sur un projet aussi extraordinaire pour notre territoire, je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'on n'arrivera pas à tout faire. Mais les propositions qui sont faites, on arrivera quand même à avoir un certain nombre de réalisations qui seront que bénéfiques pour les citoyens. Et comme ça a été expliqué, je veux dire, le montage financier fait que ça ne coûte pas aux Briançonnais. Et que par contre, aussi bien pour Onazur que pour la Chape, on aura à la sortie des logements possibles avec des procédures qui ne sont pas toutes les mêmes et qui sont fort intéressantes entre la capitalisation, etc. Et il y a des jeunes qui pourront investir parce que les loyers seront bloqués, etc. Et ça, c'est quand même une avancée extraordinaire parce que, évidemment, je suis sûrement pas la doyenne, mais pas loin de cette assemblée. Et on a tellement entendu des projets qui n'étaient pas finançables que ça fait quand même plaisir. Moi, je dis ça fait plaisir. Merci beaucoup, ma chère Catherine. Et je vais me permettre du coup de répondre à la question que tu ne m'as pas posée. Mais j'avais quand même envie de t'y répondre parce que je sais que tu aurais pu la poser. Et je me dis que c'est dommage de ne pas aller plus loin sur ce sujet, parce qu'on en a déjà discuté longuement, toi et moi. Juste redire que la position sur le dossier de la Chape, elle est vraiment prudentielle. C'est-à-dire qu'à ce stade, j'ai demandé à l'EPFR de construire un projet basé principalement sur du logement. Parce que ce que je souhaite, c'est que cette opération, elle puisse, dans tous les cas, être neutre pour les Briançonnais, comme on l'a fait pour Ranazur. Tout simplement parce que, et tu connais ce dossier par cœur, les prescriptions de l'ABF sont de conserver le site et le site, pas tout, mais une bonne partie, et de ne pas le raser. Et donc, inévitablement, ce sera plus onéreux que de construire en neuf, et ça, chacun peut le comprendre. Et je voudrais juste redire que je ne lève pas du tout l'hypothèse de placer dans ce bâtiment un projet de nouveau théâtre, mais qu'à ce stade, je voudrais déjà avoir la preuve que le bâtiment en l'état, il est réhabilitable et qu'il ne coûtera pas un seul euro au budget municipal si nous y faisions du logement, puisque quand on fait du logement, il y a des recettes en face, considérant que nous avons de toute façon besoin de logement, comme tu viens si justement de le dire. Et une fois que nous aurons cette étude-là entre les mains, il sera temps de nous réunir, d'avoir aussi une discussion à la communauté de communes du Briançonnais, qui a la compétence culture, et de voir si, dans cette enveloppe architecturale qui est complexe à réhabiliter et qui est forcément onéreuse, il y a la possibilité de faire émerger un projet. Donc, première étape, nous voyons si l'opération fonctionne, et je pense qu'elle fonctionne. Et deuxième étape, nous voyons si, dans les années à venir, d'ici aux Jeux Olympiques, nous pouvons faire émerger un projet, parce que je n'ai jamais oublié que ce dossier-là est un dossier extrêmement important. Donc pardonne-moi d'avoir répondu à une question que tu ne m'as pas posée, mais je crois que c'était important d'aller peut-être un peu plus au fond sur ce dossier. Je t'en prie, je t'en prie. C'est bon. Merci, monsieur le maire. J'aimerais croire en ce projet. Voilà. Tant mieux si ça peut se faire. Et non, ce que je voulais juste dire, c'est que je suis un peu solidaire d'Aurore Marchand parce que être toute seule
en face de nous. Je veux dire, avoir même pas les pouvoirs de ses collègues, je sais ce que c'est, et même si je partage pas forcément ce que vous avez dit par rapport aux arguments que j'ai développés, je vous tire mon chapeau. Oh, bah écoutez, c'est fort heureux pour elle. Ah, mais rien n'est facile, mais en tout état de cause, je pense qu'en démocratie, en démocratie, quand on défend ses opinions, il faut tout simplement les assumer, et ça me paraît bien normal. Oui, mais bon, ça, moi, je ne suis pas responsable du fait que les élus d'opposition ne viennent pas au conseil municipal, hein. Je crois que j'ai déjà fort assez à m'occuper. Je vais donc du coup mettre cette délibération aux voix s'il n'y a... Ah non, pardon, vous avez une intervention, je vous en prie. Donc, nous, de notre côté, on va juste s'abstenir parce qu'on émet quelques réserves sur le fait que ce soit des logements dans le sens où on a juste peur qu'il fasse un peu froid dans cet endroit-là. Merci de votre participation à ma remarque. Voilà, on a un petit peu peur qu'il fasse froid, c'est-à-dire que depuis, il n'y a jamais eu de logements qui ont été faits de ce côté-là de la Durance. Si je dis pas de bêtises, voilà, on a un petit peu peur aussi des crues. C'est vrai que par les temps qui courent, on est un peu surpris. Il me semble que quand il y avait eu l'étude de fait sur le chemin en dessous de la promenade du pont d'Asfeld, il y avait eu un avis mitigé par l'État, par le service des rivières, entre autres à cause des crues. Donc voilà, c'est vrai que des éventuelles crues, du froid nous fait craindre que ça soit un petit peu compliqué de vivre dans cette zone particulièrement ombragée. Donc on s'abstient. Permet juste que vous indiquiez que s'il y avait un risque de crue qui n'était pas maîtrisé, en fait, le parc de la Chappe serait fermé depuis bien longtemps, comme d'autres endroits en ville, et que d'une part, nous avons de la chance par le passé d'avoir été bien endigués à Briançon, et d'autre part, il ne vous a pas échappé que sous ma présidence, la CCB a réussi à obtenir la labellisation au fonds STEPRIM, c'est-à-dire au fonds Barnier. Nous avons été l'une des premières communautés de communes en France à l'être, ce qui nous permet aujourd'hui, sur le sujet de la protection des inondations, sur lequel nous portons de nombreux travaux, que ce soit dans la plaine alluviale de Névache ou sur d'autres dossiers qui sont tout aussi importants, d'être très ambitieux sur les montants de travaux que nous faisons. Et sur le fait qu'il fasse froid à la Chappe, je me permettrai peut-être de ne pas répondre parce que je crois qu'on en a discuté en commission et bon, il y a quand même des gens qui habitent à Pramorel, donc c'est que ça doit être tout à fait faisable. Je vous en prie, je vous en prie. Je voulais juste rappeler le rôle de l'opposition en fait. L'opposition, comme on n'est pas convié aux réunions, on est convié aux commissions qui précèdent le conseil municipal 2 jours avant. Mais voilà, c'est vrai que le rôle de l'opposition, je vous en ai parlé hier soir, ça serait peut-être que ça n'a pas été fait par toutes les oppositions et par toutes les mandatures précédentes, mais ça serait peut-être de s'associer à vous pour vous nourrir de nos idées. Donc c'est vrai que ça peut sembler non Écoutez, pas offensant, mais ça peut sembler. Voilà, vous pouvez non, mais penser. moi, je suis, Non, laissez-moi je suis terminer, s'il vous plaît. pas du tout offensé, Madame Vous pouvez. Marchand. Il m'a semblé, mais vous pouvez Non, penser non, pas du tout. que nos mots sont forts et qui peuvent aller un peu loin, peuvent dénoncer des crues, mais c'est uniquement pour y penser. C'est-à-dire que moi, je voudrais aussi que la population, elle sache qu'on ne fait pas partie des réunions de construction de tout ce sur ce sur quoi on travaille et que voilà. Mais en fait, Moi, je fais si vous ça voulez, en fait, uniquement. pour faire partie des réunions de construction, il faut gagner les élections. En fait, c'est. Pas forcément. Ça s'appelle mais non, mais Pas forcément. Madame Marchand, ne soyez pas dans somme toute ce qui s'apparente à une caricature. J'ai tout de même commencé la politique il y a quelques années dans notre territoire et j'ai connu quelques années de mandature dans laquelle l'opposition, elle n'était ni respectée, ni écoutée, ni jamais conviée et encore moins écoutée sur une quelconque discussion ou échange. Je crois que je n'ai pas vraiment de leçons à recevoir parce que j'essaie depuis 4 ans, d'une part, de recevoir les 2 groupes d'opposition avant chaque conseil, de vous donner des informations, de discuter avec vous et surtout de toujours vous respecter. Alors, vous me pardonnerez, à partir du moment où vous voulez rentrer dans un débat politique et que vous brandissez au début de conseil municipal un communiqué du nouveau Front populaire. Vous prenez donc l'apanage et l'étiquette de formation politique qu'à titre personnel je combats, parce que je pense qu'en plus de cela, elles ont en leur sein un parti politique, la France Insoumise, qui est honnêtement aujourd'hui nuisible à la démocratie française et qui oppose les Français les uns contre les autres
en faisant une politique communautaire et communautariste, c'est-à-dire en essayant de se servir d'une certaine partie de la société pour les monter les uns contre les autres et pour gagner des voix. La France insoumise, c'est cela. Et moi, je regrette, je respecte toutes les forces de gauche, mais je suis tout à fait opposé à cette alliance que je trouve contre nature. Donc à partir du moment où vous rentrez dans un débat politique, moi, très respectueusement, il n'y a absolument rien d'irrespectueux dans ce que je vous dis, mais si vous rentrez dans un débat politique, convenez et acceptez que je vous réponde sur le même plan. Ce que je n'étais pas parti pour faire aujourd'hui, puisque je vous rappelle que le sujet du soir, c'est de parler du PLU, et que vous allez sur le sujet des Jeux Olympiques de manière caricaturale, en prononçant des mots que je peux vous rappeler si vous avez oublié, hein, mais écologiquement hasardeux, saccage de notre environnement, endettement de la ville. Je suis désolé, mais à un moment, avec tout le respect que je vous dois, la responsabilité en politique, c'est d'assumer ce qu'on dit et d'écouter la réponse qu'on peut vous fournir. Donc je suis sincèrement désolé que vous soyez seul face à toute la majorité municipale, mais en tout cas, il vous faut sur ce point l'accepter et le comprendre. Il n'y a rien d'irrespectueux à cela. Sur le reste, je suis désolé, pas un problème sur la question de la chape, mais je voudrais quand même relater, puisque les autres ne le savent peut-être pas, mais hier en commission, nous avons eu une discussion dans laquelle l'une de vos collègues de l'opposition nous a expliqué qu'il ne fallait surtout pas faire de logements à la chape, parce qu'il y faisait trop froid, et que c'était un scandale de faire des logements en accession à la propriété là-bas, puisque en fait, on mettait les gens qui avaient le moins de moyens à l'endroit où il y avait le plus froid. Ce que je trouve, entre vous et moi, à la fois caricatural, puis surtout, entre vous et moi, insupportable, quoi. Donc voilà. Donc on a un PLU que nous faisons de manière, je crois, écologique, avec l'idée de dire qu'on ne peut plus étendre la ville, on ne peut plus aller artificialiser des terrains agricoles. On est tous d'accord là-dessus. Donc à partir du moment où on divise le foncier par deux, le foncier constructible, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut réhabiliter les friches. Sinon, ça veut dire que le seul avenir qu'on donne à notre ville, c'est de plus construire. Et je ne vois pas comment on peut réagir à la crise du logement si on ne construit plus. La chape fait partie des friches. C'est une verrue dans notre ville. Les Briançonnais n'en peuvent plus de voir la chape dans cet état-là. Donc, je vous confirme qu'on trouve enfin une solution. Ça fait 10 ans qu'elle aurait dû être trouvée. On travaille intelligemment, je crois, avec le propriétaire. On saisit l'établissement public foncier qui va porter le projet à notre place. Ce n'est pas le budget de la ville qui va sortir des sous pour porter ce projet. Et on essaie d'y faire un projet de logement. Si on peut, on y fera un équipement public, ce que j'appelle de mes voeux, et on verra. Mais faire des logements à la chape, excusez-moi, je pense que ça peut être des logements très bien isolés, de très bonne qualité, et qui sont en plus en plein centre-ville. Donc il n'y a juste pas de sujet là-dessus. Voilà. Est-ce que, mesdames et messieurs, il y a d'autres questions ou remarques sur la délibération numéro 5? S'il n'y en a pas, je la mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Il n'y en a pas. Des abstentions? Il y en a une, je vous remercie. Il y en a deux avec votre procuration, pardon. Elle est adoptée. La parole est à Christian Julien pour parler des forfaits de ski. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Eh bien déjà, moi je souhaitais me féliciter justement de cette délibération et de ce projet de délibération qui pérennise à nouveau un forfait très très juste pour l'ensemble de nos enfants, de nos jeunes qui pourront aller skier dans leur station à Serre-Chevalier pour une somme qui sera fixée à 55 € par famille. Comme vous le savez, on revient de loin, on a failli à un moment donné tout perdre. Et juste pour vous expliquer un petit peu ce que coûte ce prix de 55 €, c'est qu'en fait le prix public du forfait remontée mécanique du domaine skiable de Serre-Chevalier-Briançon est bien de 698 €. La municipalité décerne un forfait entre les enfants qui ont entre 6 ans et 21 ans. Alors je rappellerai tout à l'heure 21 ans exactement quand est-ce que vous devez le commander pour pouvoir en bénéficier. Et en fait, ça fait un tarif global de 424 000 € que la commune débourse pour que nos enfants et les familles puissent ne dépenser que 55 €. Donc voilà, déjà je tenais à m'en féliciter et féliciter l'ensemble des membres du conseil municipal, monsieur le maire et l'ensemble des équipes qui ont travaillé et œuvré pour ce résultat-là. Juste pour les modalités, vous savez que vous avez tout sur le site internet de la ville de Briançon. Vous pouvez aller voir tout ce qui se passe et les tarifs, avoir toutes les modalités pour pouvoir commander votre forfait. Sachez que déjà au niveau du parc des sports, on vous y accueille au niveau de la réservation sur la piscine. Vous pouvez aller récupérer et commander vos forfaits à la piscine. Tous les papiers sont donc sur le site internet.
Et donc, vous pouvez le faire jusqu'au 6 décembre et ça a commencé à partir de ce soir. Je vous rappelle bien que le forfait concerne bien les enfants qui ont plus de 6 ans jusqu'à 21 ans. 21 ans, il faut que les enfants aient moins de 21 ans avant l'ouverture de la station de Serre-Chevalier, qui est donc le 7 décembre. Voilà. Et merci à toi d'avoir porté ce dossier, et puis surtout très heureux qu'on ait pu vraiment sauver ces forfaits qui étaient fortement menacés. La parole est à Stéphane Simon. Oui, monsieur le maire, merci. Je m'associe donc au remerciement de Christian Julien. Effectivement, il fallait faire cet effort-là. 55 €, ça représente le prix d'un forfait journée. Et là, c'est pour la saison. Donc, il faut bien voir l'effort qui a été fait. Ça, c'est à souligner. La deuxième chose, c'est que pour les forfaits de moins de 6 ans, la gratuité est toujours appliquée directement auprès des caisses des remontées mécaniques. Et pour ça, donc, il suffit d'avoir un justificatif d'âge et de justifier de l'encadrement des enfants ou d'un forfait saison pour les adultes qui accompagneront les enfants, parce qu'on estime bien qu'un enfant de moins de 6 ans ne peut pas aller sur le domaine skiable tout seul. Merci. Parole de moniteur de ski. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions sur ce sujet? Oui, Madame Marchand, vous avez la parole. Écoutez, je félicite également le travail qui a été fait, puisque c'est vraiment une bonne décision. Je me permets juste, en tant que maman, de rajouter des infos qui parfois s'oublient. C'est qu'avec, si vous prenez la carte Sésame, qui coûte 30 € par famille et par an auprès du CCAS, vous avez un nombre de réductions sur le cinéma, la piscine, et la carte Holiski. Et justement, j'y venais, la carte Holiski, vous avez la carte Holiski à 1 € au lieu de 29 €. Et vraiment, tant la carte Sésame que la carte Holiski sont très utiles. Donc, merci pour tout. Tout à fait, et c'est une bonne réponse pour les personnes qui ne veulent pas prendre leur forfait saison, mais qui veulent tout de même skier pas mal. Et il faut le dire parce qu'elle n'est pas assez prise. Je vais mettre la délibération numéro 6 aux voix, les forfaits de ski pour nos jeunes. Y a-t-il des oppositions et des abstentions? Elle est adoptée, je vous remercie. La parole est à Patrick Michel. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Donc c'est une convention de partenariat entre la ville et l'association des internationaux d'escalade de Serre-Chevalier. Donc pour le mondial, on est déjà en 2025, donc pour le mondial 2025. Le nouveau mur d'escalade a été inauguré le 13 juillet 2024 à l'occasion du mondial de l'escalade, organisé par l'association Les Internationaux d'escalade, dont l'édition 2024 a été un franc succès avec la venue de 12 000 personnes lors de la finale de difficulté. Pour la première fois, la première étape de Coupe du Monde de vitesse s'est déroulée à Briançon. La précédente convention de partenariat entre la ville et l'association des internationaux est arrivée à échéance le 31 août 2024. Donc, afin de consolider cette candidature de Briançon pour l'organisation d'une éventuelle étape de Coupe du Monde de difficulté en 2025, il convient de renouveler la convention de partenariat, donc sans délai, afin de figer le calendrier de l'IFSC et donc d'attribuer une subvention par anticipation sur l'exercice 2025 de 40 000 € à l'association. Nous espérons pouvoir par là même attendre de la part de la Fédération internationale la validation de Briançon comme étape de la Coupe du Monde. On espère rapidement dans les prochains jours, donc pour 2025. Et donc c'est bien la subvention, comme tu l'as dit, de l'année prochaine, donc on n'en revotera pas l'année prochaine. Et on espère effectivement que l'IFSC s'exprimera sur l'étape briançonnaise rapidement, en tout cas on l'espère. Tout en sachant que ça reste quand même un bel événement, même si on ne venait pas être étape de Coupe du Monde, ça reste quand même un bel et grand événement. Mais on a bon espoir. Oui, il y a des gens qui travaillent en coulisses, on va dire. On a bon espoir. Est-ce qu'il y a, oui, Madame Marchand, je vous en prie. Merci. Donc, j'espère tout comme vous qu'on gardera cet événement. Je m'excuse, j'en ai pas parlé lundi aux commissions, mais si on risquait de le perdre, est-ce que les 40 000 € qu'on vote ce soir, est-ce qu'il y a une possibilité de les récupérer si on était amené à le perdre ou pas? Voilà. Bien sûr, tout est possible, et vous imaginez bien que si nous proposons au Conseil de la voter un peu en avance, c'est parce que nous avons bon espoir que cette somme puisse être utilisée.
Mais dans tous les cas, il va de soi que si on vote une subvention qui s'avère sans objet, nous pouvons toujours l'annuler ou y revenir, ça va de soi. Je vais mettre cette subvention et cette délibération, la numéro 7, aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Elle est adoptée. La parole est à Éric Pétieux pour parler de domanialité. C'est bon. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons parler là donc de la convention portant mise à disposition d'un local au profit de l'ESF de Briançon. La ville de Briançon est propriétaire sur le territoire de la commune de Briançon, depuis Saint-Pierre, d'un bâtiment connu sous le nom de Chalet de Pralon. Stéphane Simon sort. Ce bâtiment comporte divers locaux situés en son sous-sol. Depuis le 1er décembre 2011, l'école de ski français de Briançon bénéficie d'un local d'une superficie d'environ 53 mètres carrés à 6 en sous-sol du chalet de Pralon, à usage de lieu d'accueil pour les enfants, d'une aire de rassemblement située sur le parking du Porel à Briançon. La précédente convention de mise à disposition, signée entre l'ESF de Briançon et la ville de Briançon, prendra fin le 30 novembre 2024. L'ESF, par l'intermédiaire de son directeur, a demandé par courrier, en date du 26 septembre 2024, la régularisation d'une nouvelle convention. Donc, ce qu'il faut ajouter, c'est le montant de la redevance annuelle est fixé à 3 624 €, plus l'ensemble des fluides à charge du preneur. Donc, il vous est demandé d'accepter la mise à disposition et d'approuver le modèle de convention ci-joint. Très bien, merci. Si ça n'appelle pas de questions, je vais mettre cette délibération aux voix. En l'absence de Stéphane Simon, y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Elle est adoptée. La parole est à Claire Barnéou pour évoquer l'arrêt du plan local d'urbanisme. Je vous remercie, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Voilà, nous y voilà. Après un long travail de plus de 3 ans, puisque c'est par délibération du 9 décembre 2020 que le conseil municipal avait décidé du lancement de la procédure de son PLU, je suis presque contente de pouvoir vous présenter ce soir cette délibération qui vise à arrêter le PLU de Briançon. Quelques petits rappels, rapidement un peu techniques. Le PLU, pour rappel, se compose de 5 documents, un rapport de présentation, qui est en fait l'état des lieux du territoire, un PADD, un projet d'aménagement et de développement durable, c'est la clé de voûte du PLU. Il planifie la politique d'aménagement et d'urbanisation de la commune pour les 10 prochaines années. Il définit les objectifs généraux en termes d'aménagement, d'équipement, d'habitat, de protection des espaces naturels, des espaces agricoles, forestiers, transports, développement économique, etc. C'est lui qui fixe les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. Dans ce PADD, qui est, vous l'avez compris, la feuille de route du PLU, le nombre de logements à construire a été repensé sur les bases d'un objectif démographique raisonné, tenant compte de la centralité de Briançon dans le Grand Briançonnais et du coup de son rôle attractif moteur, notamment dans la perspective, on y revient, des JO de 2030. De ce fait, les objectifs de production de logements se portent majoritairement sur des espaces à requalifier en réhabilitation et en renouvellement urbain. On en a déjà parlé, le Fort des Têtes, Rhône-Azur, la Chape. Le fait que ce soit des réhabilitations et pas des constructions, je tiens à le rappeler, permet de réduire drastiquement les zones à urbaniser, d'assurer la protection des espaces agricoles, forestiers au sein de la ville et de ses abords. Je me permets aussi de vous rappeler que cette révision de PLU s'inscrit dans le cadre de la loi ZAN, un nom un peu barbare, qui signifie zéro artificialisation nette, qui impose, monsieur le maire en a parlé tout à l'heure, de diviser par 2 la surface qui a été construite, donc artificialisée, sur les 10 dernières années. Et pour Briançon, il s'agissait de diviser par 2 23 hectares de surface constructible. C'est bien ça, monsieur le maire.
On trouve ensuite comme document obligatoire les orientations d'aménagement et de programmation qui réglementent des opérations d'aménagement particulières ou prévues à un endroit précis. On peut citer par exemple la restructuration de l'entrée nord de Briançon, l'ancienne station essence au niveau de la rivière, qui fera l'objet d'une OAP. On trouve aussi un règlement écrit et graphique. C'est là qu'on trouve les cartes qui vont découper le territoire en zones, zone U, zone agricole, zone naturelle, et les règles qui régissent la construction, les stationnements, les voies de desserte, les équipements. Et enfin, des annexes qui informent sur les servitudes, les droits de préemption, la ZAC, la prévention des risques, le règlement local de publicité, etc., etc. 6 étapes dans la révision d'un PLU, la phase de lancement, la délibération de 2020, la phase du PADD, c'est tout le débat qu'il y a pu y avoir sur les orientations pour les 10 prochaines années. C'est durant cette phase qu'ont eu lieu de nombreuses concertations, à savoir 2 débats en conseil municipal, des réunions des personnes publiques associées, les chambres consulaires, l'ABF, les communes limitrophes. On a eu deux grosses journées de réunions avec eux. Des ateliers de concertation avec les acteurs locaux, les commerçants, les entrepreneurs, les associations de protection de l'environnement, les bailleurs sociaux, enfin tout ce qu'une ville peut compter d'acteurs locaux. 3 réunions publiques au total. Et nombre de rendez-vous qui ont eu lieu avec chaque personne qui en a fait la demande au service de l'urbanisme durant tous ces derniers mois. Je remercie chaque organisme, chaque personne d'avoir participé à ces travaux. Ils ont été riches, enrichissants pour le nouveau PLU de notre ville. Je profite aujourd'hui d'avoir le micro sur le PLU pour remercier particulièrement Christian Barban, directeur du service de l'urbanisme, et son équipe pour tout le cœur à l'ouvrage qu'ils ont mis dans l'accompagnement de ce travail de révision de PLU. Ils ont été, avec le cabinet EPOD qui nous a accompagnés, la cheville ouvrière de ce travail de révision. Très franchement, sans eux, je ne sais pas comment on aurait pu en arriver là. On est donc aujourd'hui dans la 3e phase de traduction réglementaire du PLU. C'est le moment où, après tout ce travail, le conseil municipal doit arrêter son PLU. C'est une étape importante dans la révision de notre PLU, dans la mesure où elle marque la fin des études et la formalisation du dossier constitué. Une fois ce PLU arrêté, il sera transmis pour avis aux personnes publiques associées qui auront 3 mois pour prononcer leur avis. On va arriver comme ça vers fin février environ. À l'issue de la consultation de ces personnes associées, une enquête publique sera ouverte pour 2 mois. Elle sera organisée donc au printemps prochain. Ça va nous mener sur mars-avril 2025. Et enfin, après cette enquête publique, on pourra approuver définitivement le PLU qui pourra entrer en vigueur. On sera mi-2025 si tout va bien. Il vous est donc demandé aujourd'hui d'approuver le bilan de concertation et d'arrêter le projet de PLU révisé tel qu'annexé à la présente délibération. Vous avez dû avoir le temps d'en prendre largement connaissance. Merci. Merci Madame le maire adjoint, merci de ton travail. Je m'associe bien entendu aux félicitations adressées au directeur de l'urbanisme et à l'ensemble de ses collaborateurs. J'y associe l'ensemble de la direction générale puisque c'est un sujet excessivement compliqué. Preuve en est, notre PLU qui avait une durée de validité de 10 ans aurait dû être révisé avant et c'est des chantiers qui sont toujours durs à mettre en œuvre. Moi, je suis heureux qu'on s'en soit saisi parce qu'il fallait de toute façon actualiser notre document et le mettre à jour des obligations à la fois administratives mais aussi environnementales, je crois, qui sont les nôtres, mais tout en conservant un document qui permet du développement économique et qui permet de mettre en œuvre les ambitions qui sont les nôtres en matière de mobilité douce, en matière aussi d'amélioration esthétique, architecturale de l'ensemble de nos quartiers comme du centre-ville. Je ne serai pas plus long puisque je me suis déjà largement exprimé en ouverture du conseil sur ce document. Je voudrais juste redire ce que tu as précisé. Ce document aujourd'hui, il n'est pas définitif, il commence à vivre. Voilà. Donc un PLU, par nature, c'est jamais parfait.
Et ça peut pas l'être. C'est tellement difficile. Donc, on a essayé de faire un travail concerté et qui arrive, je crois, à quelque chose de cohérent, puisqu'on limite vraiment l'étalement urbain, on concentre la situation du logement sur les dents creuses, sur les quartiers déjà construits, et on essaie d'avoir un équilibre entre un document qui permet du développement et en même temps qui se pose lui-même des contraintes sur les aspects environnementaux, tout ça bien entendu en conformité avec notre SCOT et bien entendu le SRADET. Je le redis en tout cas, en fonction des évolutions législatives, bien entendu, nous nous adapterons. Mesdames et messieurs, vous avez la parole sur ce PLU. Madame Marchand. Attendez, voilà, vous avez la parole. Alors, nous voterons pour, puisqu'on a trouvé ce PLU vraiment très bien. Voilà, il y a Madame Dardenne qui est venue voir Monsieur Barban et qui s'est longuement entretenue avec lui et qui a effectivement constaté au fil de ses explications très claires de la qualité du PLU. Donc, on votera pour. On regrette juste de ne pas pouvoir avoir pu véritablement y participer, mais en tout cas, dans tous les cas, on trouve que vraiment, il est très bien. Merci beaucoup. Si nous arrivons effectivement à voter ce PLU à l'unanimité, je crois que ce serait ça donnerait une force à ce document qui est pourtant, je le redis, qui n'a jamais été aussi difficile à construire, puisque démarrer la construction d'un PLU avec l'obligation légale de diviser par 2 le foncier constructible, croyez-moi, c'est pas une mince affaire. Et vraiment, je voudrais remercier le travail des uns et des autres. Y a-t-il d'autres prises de parole sur l'arrêt du PLU, chers collègues, mesdames et messieurs? S'il n'y en a pas, je vais vous proposer de le mettre aux voix et pour une fois, si vous en êtes d'accord, je vais vous demander sur un sujet aussi important, non pas s'il y a des abstentions ou s'il y a des votes contre, mais tout simplement de lever la main pour identifier les votes pour, mesdames et messieurs, chers conseillers municipaux. Je vous remercie, notre PLU est adopté à l'unanimité sans abstention et je voudrais vous en remercier. Merci beaucoup mes chers collègues et merci de ce travail. Je passe la parole à Éric Pétieux puis à Claire Barnéou pour parler d'un sujet à nouveau à la fois patrimonial et urbanistique sur la zone tampon. Si vous me le permettez, je vous quitte juste quelques secondes. Je laisse ma chère Michel si c'était nécessaire, mais je reviens. Donc je vais être assez bref sur cette délibération, puisqu'elle est concomitante avec la suivante. On avait voté le 23 septembre 2023 une délibération mettant en place la zone tampon UNESCO sollicitée par la DRAC en vue de la préservation de la valeur universelle exceptionnelle des fortifications Vauban et du bien sériel. Il s'avère que les services de l'État avaient omis quelques détails quant à la définition de la zone, et elle est incompatible avec le périmètre déterminé des abords que va vous présenter Claire. Donc il faut simplement l'ajuster au périmètre déterminé des abords et accepter la modification de ce périmètre. Mais c'est vraiment à la marge, c'est pas important. Donc, Michel, je te passe la parole. Voilà. Y a-t-il des remarques ou des questions par rapport à cette délibération? Non. Donc, je vais mettre aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, les voter à l'unanimité. Merci. Pardon? Mais bon. Merci. Donc, du coup, on continue sur la zone tampon. Là, c'est un projet de délibération de périmètre délimité des abords. L'État et l'ensemble des collectivités territoriales propriétaires ou gestionnaires des fortifications Vauban inscrites sur la liste du patrimoine mondial sont solidairement responsables du maintien de l'inscription de ce bien en série nationale.
La zone tampon a fait l'objet d'une approbation par le conseil municipal de la ville de Briançon en séance du 13 septembre 2023. Les périmètres de protection peuvent être redimensionnés en fonction des enjeux patrimoniaux, urbains et paysagers propres à chaque monument, après la réalisation d'une procédure de périmètre délimité des abords. Conformément au Code du patrimoine, il est possible de créer ces périmètres délimités des abords sur proposition de l'architecte des bâtiments de France. Cette proposition, en fait, est soumise à l'accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme. Il est donc proposé d'accepter la proposition de l'ABF de prévoir un périmètre délimité des abords autour des fortifications Vauban, de valider le projet de périmètre délimité des abords selon la cartographie retranscrite en annexe, et enfin d'autoriser Monsieur le maire à diligenter le moment venu une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de révision du PLU et le projet de périmètre délimité des abords. En fait, cette délibération, elle va permettre de calquer la modification de ce périmètre délimité des abords sur la procédure de PLU en cours. À noter aussi que les frais afférents au dossier ont été pris en charge par la DRAC PACA. C'est pas négligeable. Merci beaucoup. S'il n'y a pas de questions, je n'en vois pas, je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Elle est adoptée. Et je crois que la Direction régionale aux affaires culturelles sera heureuse de ces délibérations. La parole est à nouveau à Claire Barnéou pour parler d'un sujet qui m'est très cher, mais dont je ne vais pas parler parce que si j'en parle, du coup, après tu vas être frustré. Mais j'en parlerai après. Non, mais je vous en prie, monsieur le maire. Mais non, je t'en prie. En fait, il s'agit d'une délibération sur les aides municipales en faveur des propriétaires de logements. C'est une délibération sur l'OPA. La ville de Briançon, en lien avec l'ANA et la DDT, a souhaité engager en 2020 une réflexion commune en termes de dispositifs opérationnels d'amélioration de l'habitat privé, l'OPA. Au moyen d'une étude préopérationnelle, voilà, donc c'est un engagement qui avait été pris en 2020. À l'issue de cette réflexion, la ville s'est engagée dans la mise en œuvre d'un dispositif d'OPA sur l'ensemble du territoire de la ville de Briançon et sur la mise en place d'un ce qu'on appelle un POPAC. C'est pas un gros mot, c'est un programme opérationnel de prévention d'accompagnement des copropriétés. Et en fait, ça concerne essentiellement la place de l'Europe, c'est-à-dire les copropriétés d'Europa et la copropriété Chancel. L'OPA vient agréger des aides aux dispositifs courants proposés par l'État, la région et le département. Grâce aux aides de la ville, les aides municipales sont à destination des propriétaires occupants et des propriétaires bailleurs. On n'est pas là sur des résidences secondaires ou des logements. Voilà. On est vraiment sur de l'occupation à l'année. L'opération durera 5 ans jusqu'à fin 2028. Au final, sur la durée de l'opération, c'est plus d'1 621 000 euros, toute aide confondue, région, État, ville évidemment, qui auront été investis, départements, qui sont investis sur l'amélioration de l'habitat briançonnais. C'est une opération exceptionnelle, assez unique sur Briançon déjà, sur le Briançonnais je crois, et au niveau du département de cette envergure, je crois que c'est la seule. Je vous rappelle la contribution de la ville de Briançon qui va être de 608 000 euros sur les 5 ans. Ça concerne autant les opérations de réhabilitation, les travaux, on va dire, que toute la mission de suivi et d'accompagnement dans ces opérations. Il vous est donc demandé d'approuver le règlement d'intervention des actions de la ville de Briançon en faveur de l'habitat privé dans le cadre de l'OPA. Merci beaucoup, Madame le maire adjoint. Je voudrais ajouter quelques éléments juste pour replacer le sujet dans sa perspective. Finalement, par le passé, la seule chose que nous avons eu fait dans notre ville sur ces sujets-là, c'était bon an, mal an, l'aide à la rénovation des façades qui était au budget depuis des années et des années, et sur lesquelles je crois qu'on avait 16 000 euros par an au budget. Il y a un point que vous avez entendu, mais je voudrais le remettre en perspective aussi. Quasiment 1 700 000 euros sur la table
pour aider à rénover des logements, seulement 600 000 € de la ville. C'est-à-dire qu'en fait, l'opération programmée d'amélioration de l'habitat permet de faire effet levier. Tout simplement parce qu'avec nous, nous avons emmené l'Agence nationale de l'habitat, nous avons emmené le département et la région. Et donc 600 000 € de la ville, ça devient 1 600 000 et quelques milliers d'euros. C'est absolument pas neutre, hein. Ces aides-là, elles vont servir à des propriétaires qui sont dans des situations où ils ont un habitat qui n'est pas isolé, qui est parfois indigne. On sait souvent pourquoi. C'est pas que les propriétaires qui n'ont pas voulu, etc. Souvent, ils n'ont pas pu parce que, d'une part, il y a des sujets d'indivision que chacun connaît. Et puis, il y a, dans notre ville de montagne, ce que j'appelle l'héritage des programmes de défiscalisation des années 70 et 80. Dans lequel finalement on s'aperçoit que des gens ont acheté des logements et puis derrière ils sont partis finalement dans l'oubli, dans les limbes. Et cette opération de programmation de l'habitat, elle est extrêmement importante parce qu'elle s'insère dans une stratégie globale. J'avais été, je crois, le premier, voilà maintenant un peu plus de 18 mois, à mettre sur la table l'idée de lever dans notre ville la taxe sur les logements vacants. Je vous rappelle que nous ne pouvions pas le faire puisque nous n'y étions pas autorisés. Et j'avais fait partie de quelques maires qui avaient convaincu le ministre de l'économie et des finances de changer le classement de notre ville et de rajouter un certain nombre de villes touristiques éligibles au décret pour que nous puissions lever à la fois la THRS et la TLV. C'est très important puisque je rappelle qu'il y a 10% de logements vacants dans la ville. C'est-à-dire que sur à peu près 8800 logements dans la ville, il y en a plus de 1000 qui sont vacants. Et aujourd'hui, ces logements-là, ils feront l'objet d'une taxe. La première année, on est taxé à 16% sur la simulation des loyers qu'elle pourrait rapporter pendant 12 mois. La deuxième année, plus de 34%. Ça, c'est essentiel parce qu'on ne peut pas vouloir lutter contre la crise du logement et se satisfaire qu'un logement sur 10 dans notre ville soit vacant, soit sorti totalement du marché. Mais en même temps, l'outil fiscal que nous avons mis en œuvre, et je crois que c'était courageux de la part du conseil municipal, qu'il avait d'ailleurs à l'époque voté à l'unanimité, et je vous en remercie encore, il ne peut pas se satisfaire à lui tout seul. Je pense que cet outil fiscal, et on en verra, vous le verrez probablement, les résultats au bout de 2-3 ans. Déjà parce que quand on le vote, ça s'applique qu'une année plus tard, et en plus parce que ces dispositions-là, elles prennent du temps à s'appliquer. Mais on ne peut pas juste contraindre. Je suis intimement persuadé que face à cet outil fiscal, il y a des gens qui décideront de vendre, et en vendant, peut-être que ça fera un heureux propriétaire qui décidera de rénover. Mais quand on a des logements qui sont très vétustes, qui sont très difficiles à réhabiliter, il faut qu'il y ait de l'aide publique. Et aujourd'hui, on met sur la table à la fois une équipe d'animation, c'est-à-dire qu'un propriétaire, il y aura des permanences qui se tiennent au service de l'urbanisme, qui est encore pour quelques mois au Champ de Mars, qui sera bientôt intégré à la nouvelle cité administrative au quartier Berwick. Donc ce sera simple. On passera à la porte de la mairie, on pourra avoir rendez-vous, on aura des permanences. On sera aidé pour monter les dossiers. Ça, c'est très important parce que vous savez très bien que la complexité, c'est que souvent, c'est toujours difficile de monter les dossiers. On sera aidé. Et on aura accès à un certain nombre de dossiers pour changer les fenêtres, isoler les combles et finalement remettre cet habitat sur le marché. Il n'y a pas 36 000 solutions pour lutter contre la crise du logement, il faut qu'on les utilise toutes. Par ailleurs, il y a le sujet des copropriétés. Notre ville, elle n'est pas identique à n'importe quelle ville. On a l'historique de ce qu'est une ville de montagne, fût-elle la plus haute d'Europe, et aussi une station touristique. Et on sait bien que dans les copropriétés, c'est plus difficile qu'ailleurs. Je parle sous le contrôle de mon ami André Martin, il le sait mieux que quiconque. Et donc, on va pouvoir maintenant aider aussi les copropriétés financièrement à définir un projet. Parce que avant même d'aller voir les copropriétaires en leur disant on peut isoler tout l'immeuble par l'extérieur, vous gagnez en charge de chauffage, on embellit l'immeuble, on met du bardage bois, on fait quelque chose de très beau. Et la place de l'Europe, j'ai toujours assumé depuis 2020 que pour moi ça devait être l'exemple de ce qu'on pouvait faire en termes de renouvellement urbain. Mais avant cela, sur des copropriétés d'une telle ampleur, il faut faire travailler un architecte, ça coûte très cher. Il faut faire travailler des bureaux d'études spécialisés dans l'isolation, dans la géothermie, ça coûte très cher. On va pouvoir les aider sur les études. Et derrière, si les études sont convaincantes et qu'on prouve à tous les copropriétaires qui vont diviser leur charge de chauffage, qu'ils vont embellir leur immeuble, que l'immeuble va prendre de la valeur, on pourra les aider sur les travaux. Et donc, je crois vraiment que cette OPAH, elle était absolument essentielle.
et que dans toute la chaîne d'outils qu'on essaie de mettre en place pour redonner une chance aux Briançonnais de se loger. Et je le dis parce que derrière ce mot qui peut paraître un peu slogan, c'est une question d'emploi. Est-ce qu'on peut se satisfaire qu'un employeur qui fait venir des employés uniquement pour la saison n'arrive pas à les loger, donc ils vont ailleurs? Et vous voyez bien qu'on peut se satisfaire, en plus des résultats économiques qui s'appliquent à notre territoire, on est au plein emploi. C'est assez inédit dans notre situation et notre pays, alors même que entre 2010 et 2020, on a perdu 500 emplois dans le secteur commerçant à Briançon. Et d'ailleurs, parallèlement, en perdant 500 emplois, on a perdu 500 habitants à l'année. Donc, ce que nous voulons avec ce PLU et avec ces outils-là, c'est essayer d'inverser cette courbe-là. Parce que ce que nous voulons, ma chère Michel, c'est des enfants dans les écoles. Et c'est une ville dans laquelle, finalement, on diversifie notre économie. Il y a le tourisme, on essaie de le soutenir, parce que c'est le pilier numéro 1 de notre économie. C'est pour ça d'ailleurs que je suis intimement persuadé que les 2 projets hôteliers dans la ZAC des quartiers du 15-9, ils vont créer des emplois directs, mais ils créeront des emplois indirects, de conciergerie, de blanchisserie, et ça c'est essentiel. Mais par ailleurs, on essaie de se donner les outils pour le logement, à la fois pour nos jeunes, pour qu'ils ne déménagent pas, parce qu'ils sont confrontés à un mur financier, et à un mur de raréfaction d'habitat. Et je crois que quand on a un logement sur 10, je le répète, un logement sur 10 qui est vacant, à la fois l'outil fiscal, mais derrière l'outil d'aide qui permet de rénover, ben je crois qu'on mène une politique avec un prisme complet. Et je suis persuadé que ça mettra peut-être 2, 3, 4, 5 ans, mais vous le verrez, ça portera ses effets. Et on a souvent pensé sur ces sujets-là que ça ne concernait, cher Hervé, que la vieille ville. Voilà. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça concerne tous les quartiers de notre ville. Parce qu'il y a des logements vacants dans les immeubles touristiques historiques du Prorel, parce qu'il y a des logements vacants pour des raisons d'indivision, de succession dans tous nos quartiers, de Mas-de-Blé à Fortville, en passant par Pont-de-Servières, parce qu'en réalité, c'est pas que là où la ville a été construite il y a le plus longtemps possible, c'est-à-dire la vieille ville, que nous avons ces sujets-là. Il est partout, et ce dossier-là, il faut le prendre, je crois, à bras-le-corps. Donc je suis vraiment heureux de vous présenter ce dispositif-là, parce que ça a été 4 ans de travail. Je remercie les services de l'État, puisque nous avons été vraiment beaucoup été et considérés pour que tout cela puisse aboutir. Et je crois que l'engagement des partenaires financiers, à commencer par celui de l'Agence nationale de l'habitat que nous avons obtenu, que nous sommes allés chercher, il n'est pas neutre, parce que quand on passe de 600 000 € pour la ville à plus d'1 million de plus, c'est que je crois que l'opération a réussi. En tout cas, je souhaite bon courage à l'équipe d'animation et au service de l'urbanisme qui va y participer. Et je dis à l'ensemble des propriétaires qui peuvent être concernés, allez voir, renseignez-vous, regardez, faites des dossiers, parce qu'il y a un enjeu majeur derrière, qui est celui de remettre du logement tout simplement pour les Briançonnais sur le marché. Mesdames et messieurs, y a-t-il des prises de parole? Madame Marchand, vous avez la parole. Vous commenciez à donner des précisions, monsieur le maire, j'aurais juste voulu en avoir un petit peu plus. Qui peut postuler? Est-ce qu'il y a des critères? Est-ce qu'il y a une premier arrivé, premier servi? Non, c'est pas premier arrivé, premier servi. Il y a évidemment des critères. Je vais me permettre de ne pas y rentrer de manière détaillée parce qu'ils sont très complexes. C'est-à-dire qu'il y a des critères à la fois techniques, c'est-à-dire est-ce que votre logement est dans un DPE extrêmement faible, etc. Il y a des critères d'éligibilité. On peut vous donner l'ensemble des détails. Il y a d'ailleurs une plaquette qui a été fournie et on peut d'ailleurs, on devrait d'ailleurs même la distribuer à l'ensemble des conseillers municipaux. Donc il y a eu une présentation qui a été faite par l'équipe d'animation lors de la réunion publique de présentation justement du PLU, voilà maintenant une quinzaine de jours. On en refera d'autres et on va naturellement communiquer de manière très détaillée sur à la fois le site de la ville et globalement en allant jusqu'au dernier mètre, c'est-à-dire dans les boîtes aux lettres des gens. On va vous donner ces documents le plus rapidement possible pour que chacune et chacun d'entre vous puisse en avoir connaissance. Madame Barnéo, vous voulez compléter? On va compléter pour dire que c'est plus un dossier qui est à l'état d'étude ou qui est en passe d'être, c'est un dossier qui est concret, puisqu'on a déjà un certain nombre de dossiers qui sont en passe d'être montés, de rendez-vous qui ont été pris avec l'équipe d'animation au service de l'urbanisme. Donc, encore un dossier concret.
Merci beaucoup. Je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Il est adopté. Claire Barnéo a à nouveau la parole pour une évolution des conditions sur la session du groupe scolaire de Font-Christiane. La session de l'ancienne école de Font-Christiane qui doit permettre donc de réhabiliter ce bâtiment et de le transformer en logement, ainsi que de favoriser l'installation de résidents permanents, puisque c'est une des conditions dans la vente sur la commune de Briançon, et l'installation d'un médecin. L'acquéreur pour la vente de l'école de Font-Christiane au prix de 309 833 € s'est désisté au moment de la signature du compromis. Il est possible de choisir l'acquéreur suivant au prix de 304 267 €, qui envisage de créer leur résidence permanente et toujours avec l'installation d'un médecin, puisqu'on a la chance d'avoir des médecins qui postulent sur la ville et qui ne demandent pas en plus de conditions suspensives de prêt. Il vous est donc demandé d'autoriser la vente de la parcelle C692, qui est donc l'ancienne école de Font-Christiane, au prix de 304 267 €. Merci beaucoup. Je ne reviens pas sur le détail, je vous l'ai donné en commission. S'il y a des questions, j'y reviens, mais en tout cas, vous avez eu, je crois, le détail. Et donc, du coup, c'est une vente sur laquelle on passe de 309 000 à 304 000, c'est pas pénalisant pour les finances de la ville. Madame Marchand, je vous en prie. Voilà, donc on ne changera pas de coutume. Nous, voilà, on votera contre car on ne souhaite pas que la ville se défasse de son patrimoine. C'est vrai que ça fait une salle en moins pour les associations. Moi, j'y ai déjà été dans le cadre d'une association et c'est vrai que voilà, on voit partir quelques bâtiments qui, certes, peut-être n'étaient plus adaptés pour l'usage d'une école, mais qui avaient encore un usage pour les locaux. Bon, ce qui m'oblige malheureusement à rappeler qu'il y avait une merveilleuse salle des associations dans notre ville et qu'elle a été malheureusement détruite dans le projet du 15-9 par la majorité précédente et qu'aujourd'hui on va devoir probablement en reconstruire une dans les années qui viennent parce que ça manque, j'y reviens bien. Il y avait une salle absolument parfaite dans le 15-9, il suffisait juste de ne pas la détruire. Et très franchement, je ne suis pas persuadé que l'école de Font-Christiane ou l'école du Fontenil, là où elles sont placées, soient les meilleures salles des associations possibles. Il y a une salle des associations existantes. On a trouvé d'ailleurs, grâce à Ron Azur, des solutions de stockage pour beaucoup d'associations. Je suis intimement convaincu qu'il faudra une maison des associations et qu'il faudra construire un projet dans les années qui viennent. Mais je le redis, en termes de vente des biens de famille, je crains que nous soyons plutôt exemplaires et que malheureusement, si on regarde l'historique de cette ville, je crains qu'il y en ait beaucoup qui aient été vendus, et à mon avis, pas forcément pour des bonnes raisons, et que ce soit bien dommage. Donc, je crois juste que là où elles sont placées, honnêtement, elles n'ont pas grande utilité. Elles nous rapportent un peu d'argent, mais surtout, elles permettent d'installer un médecin en plus. Je rappelle par ailleurs que nous travaillons sur d'autres sujets d'installation de médecins, y compris de spécialistes, je le dis, sans dévoiler, puisque j'espère que nous y arriverons. Mais que, pour moi, l'idée d'arriver à installer des médecins généralistes dans notre ville ou spécialistes dans notre ville est essentiel et qu'à chaque fois que nous aurons l'occasion de ramener un médecin à la disposition de la population, nous le ferons puisque le sujet de l'accès aux soins est devenu un sujet majeur pour nos administrés. Nous sommes bien traités parce que nous avons un très bel hôpital et j'en félicite tout l'ensemble des soignants, mais il ne faut surtout pas prendre ce sujet-là à la légère puisque la démographie, elle, médicale, augmente. Nous l'avons vu dans la vallée de Serre-Chevalier où il y a plusieurs médecins qui sont tous partis à la retraite en même temps et je crois que la capacité d'offrir la possibilité à un médecin qui vivait en Île-de-France de s'installer à Briançon, d'exercer et d'offrir à l'ensemble de la population la capacité à avoir plus de rendez-vous sur Doctolib ou directement au standard téléphonique, je crois que c'est une bonne chose et ça ne dérange en rien les associations, même si je sais que l'ASA du quartier aimait bien s'y réunir, je les ai d'ailleurs reçus et je sais qu'on trouvera une solution avec eux, mais en tout état de cause, ce dont nous avons besoin, c'est une vraie salle des associations, une vraie maison des associations, et je ne crois pas que c'était tout au bout de Font-Christiane qu'il aurait fallu le faire. D'ailleurs, on ne peut pas s'y garer, donc ça aurait été bien mal à l'aise de dire à tous les habitants de Font-Christiane qu'on allait y amener 20 ou 30 voitures pour faire des réunions d'associations au bord de la route départementale de l'Izoard. Je ne suis pas persuadé que les résidents du quartier auraient été favorables. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole sur ce sujet ?
S'il n'y en a pas, je la mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Elle est adoptée. Une abstention? Opposition avec 2 oppositions, je vous remercie. La parole est à nouveau à Claire Barnéou. Last but not least. Effectivement, la dernière pour ma part, il s'agit d'une régularisation d'un empiètement d'une terrasse construite pour 9 mètres carrés sur le domaine public communal. On est toujours à Font-Christiane d'ailleurs. Cet empiètement est ancien, il n'engendre pas de difficulté de voirie et les domaines ont été consultés avant de vous proposer de régulariser cet empiètement de 9 mètres carrés sur le domaine public communal par cession de l'emprise aux riverains. Les demandeurs ont accepté par écrit la proposition d'achat des 9 mètres carrés au prix de 900 € et les frais de géomètre et de notaire sont à leur charge. Il vous est proposé donc de régulariser cet empiètement. C'est tout à fait mineur, hein. Je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. Je vous remercie. Et alors, Christian Ferru va nous présenter pas moins de 6 délibérations ressources humaines. Mon cher Christian, est-ce que tu veux les présenter les unes après les autres? Et je les ferai voter peut-être à la fin. Oui, si je veux. Présente-les toutes les unes après présente les unes à la suite. Donc la première délibération concerne la modification du tableau des emplois afin de répondre à l'évolution des besoins de la collectivité. Il s'agit de transformation de postes donnés pour donner suite à un départ à la retraite. Donc ça sera la première. La deuxième délibération concerne une nouvelle convention d'adhésion au service de santé au travail, permettant le renouvellement des tarifications et prestations proposées par le Centre de gestion des Hautes-Alpes. Elle prendra effet dès l'approbation du conseil municipal. Les missions Action en milieu du travail, suivi médical des agents et activités connexes, psychologie du travail et ergonomie. La troisième, il s'agit d'adhérer au contrat d'assurance groupe pour la couverture du risque prévoyance souscrit par le CDG 05. Cette adhésion permet aux collectivités et établissements publics signataires de faire bénéficier leurs agents des conventions de participation portées par le CDG 05 en matière de protection sociale complémentaire pour le risque prévoyance aux conditions avantageuses conclues avec les titulaires. La quatrième, alors cette délibération concerne l'adhésion au service prévention des risques professionnels du CDG 05 qui prendra effet dès l'approbation du Conseil. Cette convention permet à la collectivité de bénéficier de prestations de base et d'appuyer sur le CDG 05 pour assurer ses obligations en termes d'hygiène et de sécurité et de travail et pour bénéficier d'un cadre de collaboration avec le centre de gestion sur ces questions. L'avant-dernière, toute autorité territoriale depuis le 1er mai 2020 a l'obligation de mettre en place le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexiste au sein de la collectivité ou de son établissement public. Le CDG de la fonction publique des Hautes-Alpes propose aux collectivités de gérer pour leur compte ce dispositif de signalement par voie de convention. Cette convention prendra effet dès l'approbation du conseil municipal. La dernière est un peu plus intéressante. Oui, pour les agents, elles sont très intéressantes, les autres. Comme chaque année, la ville de Briançon, en collaboration avec l'association du personnel de la communauté de communes du Briançonnais, organise l'arme de Noël pour les enfants des agents municipaux. La ville de Briançon a inscrit au budget une somme prévisionnelle de 3 800 € dédiée à couvrir les frais liés à l'organisation de cette manifestation, répartis de la façon suivante. Projection d'un film, achat de cadeaux dans un magasin de jouets et librairie de Briançon, achat de friandises pour les goûters des enfants. Cet événement se tiendra le 14 décembre 2024 au cinéma Le Cosmo avec la projection d'un film suivi la tradition remise des cadeaux aux enfants par le Père Noël autour d'un goûter dans la salle de l'ancienne école des Craux. Voilà. Merci mon cher Christian. Peut-être 2 précisions, si vous me le permettez. D'une part, juste vous rappeler que l'ensemble de ces délibérations ont fait l'objet d'un avis favorable du comité social, donc des représentants syndicaux et du personnel à l'unanimité. Et vous dire par ailleurs que sur le cadeau de Noël, par tradition, c'était toujours au magasin de jouets qu'on donnait la possibilité d'aller acheter. On a rajouté la librairie au bout des livres, vous savez, qui est justement rue Colo. Donc comme ça, au moins, si
un certain nombre des agents préfèrent plutôt des livres acheter des plus grands livres que plutôt des que des jouets. jouets. Eh ben, c'est la toute petite nouveauté. Et puis je crois que dans les années suivantes, on changera en fonction des librairies ou autres. Mais c'était la petite nouveauté, je le cite, parce que voilà, on s'était aperçu que ça a toujours été les jouets. Puis voilà, il n'y a pas que les jouets, donc c'est ainsi. Et tant mieux pour cette belle librairie associative. Voilà. Est-ce qu'il y a, mesdames et messieurs, sur l'ensemble de ces délibérations ou sur l'une d'entre elles, des remarques ou des questions? S'il n'y en a pas, je vais mettre la délibération numéro 15 aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. La délibération 16 aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. La délibération 17 aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. La délibération 18 aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. La délibération 19 aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. Et enfin, la délibération numéro 20, l'arbre de Noël des agents municipaux aux voix. Y a-t-il des voix pour? Monsieur Lager est fatigué de ses 100 km de trail, mais il a réussi à lever la main. On le félicite d'avoir réussi le trail à la réunion de la Diagonale des Fous. C'était un très bel exploit. La délibération est adoptée et je lève la séance du conseil municipal en vous souhaitant une très agréable soirée. Merci à tous.